Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un article qui a été publié dans Coffee or Die par Nolan Peterson, qui était un opérateur, un pilote dans les forces spéciales américaines, qui a étudié à la Sorbonne à Paris, qui habite à Kiev, je crois qu'il est marié à une Ukrainienne et qui est actuellement sur le théâtre des opérations en tant que journaliste pour Coffee or Die. Ce que je vous propose, c'est que nous analysions un petit peu un magnifique article qu'il a publié il y a maintenant quelques temps, le 27 mars 2022, en interviewant Juice en visioconférence. Juice, qui est un pilote de chasse de 29 ans de l'armée ukrainienne. Ça nous apprend pas mal de choses sur ce qui se passe. Ça va nous permettre de prendre un petit peu de recul. Et je pense que c'est assez complémentaire avec les daily débriefs qu'on a pu vous faire ces derniers temps. Donc je vous propose tout ça juste après le jingle. Alors, qu'est-ce que l'on apprend dans cet article? Juice, c'est le call sign, c'est l'appellation, c'est l'indicatif radio de ce pilote de 29 ans qui porte la barbe, et comme il le dit lui-même dans l'article, ça gêne pas avec le groin, comme vous pouvez le voir. Il y a des photos qui ont circulé sur le fantôme de Kiev, où on voyait les pilotes avec un casque français, c'était leur d'essai. Les casques utilisés par les pilotes ukrainiens ne sont pas les casques galets que j'ai pu utiliser par exemple, sont des casques différents, plutôt d'origine russe, hein. Et ce pilote est pilote de MiG-29. Donc vous vous rappelez, MiG-29 petit chasseur, Sukhoi 27 le gros chasseur. La spécificité, ce qui nous apprend de très intéressant sur les MiG-29 ukrainiens, c'est qu'ils ne sont pas Fox-Tree shooters. J'en parlais dans le dernier Daily Debrief. Et c'est vraiment un petit peu la problématique qu'ils ont d'un point de vue tactique, comme il le dit lui-même, et comme on le voit sur toutes ces photos. Ils ont de l'A-11, missile Fox-2, courte portée, infrarouge, tiré oubli mais courte portée. Et ils ont également de l'A-10, A10 Charlie, A10 Alpha, ce sont des missiles. Là, on voit bien le senseur, c'est la version Fox One, semi-active et non pas infrarouge. Vous avez des A10 qui sont infrarouges, les B ou les D. Et ça nécessite, comme il explique dans l'article, un éclairage radar constant de la part du tireur. Et ça ne leur facilite pas la vie, surtout face à des Russes qui sont, comme il le dit dans l'article, technologiquement plus avancés, notamment avec des Sukhoi et des Sukhoi 35, dont il parle un petit peu des KH-31P. Les KH-31P, ce sont des missiles on dit SEAD, S-E-A-D, c'est Suppression of Enemy Air Defense. Ce sont des missiles qui sont utilisés pour attaquer des batteries sol-air, des radars sol-air, et apparemment qui ont très bien marché. Ok, on va reprendre un tout petit peu de recul sur un petit peu ce qui se dit dans cet article. Qu'est-ce qui nous explique Juice? Intéressant de voir qu'il porte des gants américains. Ça, c'est des gants américains. J'avais ça quand j'étais dans l'US Navy. On voit son petit call sign, MiG-29. Vous voyez que ça ressemble à une arme de poing, à une arme, hein. Vous voyez bien l'avion ici, avec le missile. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est du Fox One. Et ça a l'air, on voit son bras, c'est du selfie. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Petite vue en l'air, ça doit être, alors je suis pas sûr, il faut regarder avec les spécialistes, mais c'est du costaud. La météo, sur qui pourrait retracer exactement où c'est. On voit bien, il est plutôt dans la région de Kiev, et là on voit qu'ils ont sorti le drapeau ukrainien. Vous voyez, il n'y a absolument rien sous les ailes, il y a un bidon néanmoins, et vous voyez le MiG-29, il a une tronche magnifique, cet avion. Ça, c'est les adversaires. Un peu de fisheye, comme on dit. Là, on voit la 11 de chaque côté, donc il paraît qu'on vole avec beaucoup de missiles, et de la 10 également de chaque côté. Voilà un petit peu pour, voilà, ça c'est photo souvenir, les informations que l'on voit. Petit exercice de 2018 dont nous allons reparler dans pas longtemps, et je vous parlais de Nolan Peterson qui est là. De toute façon, vous avez le lien avec la vidéo. On va mettre cette petite image là parce qu'elle est sympa. Et alors, de quoi ça parle tout ça? Je vous propose qu'on fasse ça de manière un petit peu dans l'ordre chronologique. Premier jour des bombardements. Ils sont donc attaqués le 24 février. Sa base est attaquée par des missiles, par des bombardements, par des hélicoptères d'attaque également. Et là, ils ont peur en fait d'assauts aéroportés. Donc
vous êtes sur la base et vous savez pas s'il n'y a pas un moment des hélicos qui vont arriver, qui vont se poser avec des Spetsnaz, avec des forces spéciales qui vont arriver, qui vont tirer sur tout le monde. Donc il disait qu'entre les vols, eh bien, il mettait sa tenue de défenseur. Les Marines disent Every Marine is a rifleman. Donc là, il prend son AR-15, qui est une arme de fabrication américaine, et, euh, et il est prêt à défendre la base si besoin. Le petit point qui est intéressant, c'est que rapidement, ils ont déplacé les MiG-29 en dehors de portée des SAM. Je vous en avais parlé dans la vidéo que j'ai fait un petit mois avant l'invasion, où je vous disais que c'était une problématique, c'est que voilà, les portées d'engagement sont telles pour par exemple des S-300, des S-400, que si vous êtes trop proche de la Russie, trop proche de la Biélorussie, eh bien, à peine ils décollent, ils peuvent être engagés. Et donc il explique ça, et il dit qu'il y a nécessité de voler très très bas, très très vite, mais qu'ils sont partis plus vers l'arrière, ils sont partis plus vers l'ouest, de manière à sortir des volumes d'engagement des systèmes solaires adverses autour de leur base, ce qui leur permet de ne pas se faire tirer dessus en décollant ou en revenant se poser. Il nous explique également comment il a eu son call sign, parce qu'il buvait que du jus plutôt que de la vodka quand il est allé en échange rencontrer les pilotes de F-15 de la Californie Air National Guard, avec laquelle son unité, ils sont couplés, ils sont jumelés. Et ils expliquent également comment en 2018, les Américains sont venus en Ukraine, ont fait le plus gros exercice que l'Ukraine avait connu, l'exercice Clear Sky avec des F-15C américains. Donc beaucoup de formations, beaucoup d'échanges avec les Américains, notamment depuis le début de la guerre dans le Donbass. Et qu'il y avait eu un accident avec un Sukhoi 27 qui s'était écrasé, et il y avait un équipage à ce moment-là avec un pilote américain qui découvrait le Sukhoi 27, un Ukrainien, et ça avait créé une ambiance très particulière au sein des unités. Donc cet article est très intéressant, ça vous permet de voir voilà, que les Ukrainiens ont également fait des exercices en Turquie, il a également fait des exercices en Norvège, et il a 29 ans, donc on peut partir du principe que c'est un jeune pilote ou un pilote en milieu de vie opérationnel, quelque chose comme ça. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Là, on apprend que dans le début, c'est assez marquant, et l'article commence là-dessus. Il y a une haine vis-à-vis de l'adversaire. Moi, ça m'a marqué. C'est peut-être une volonté de la part du journaliste, mais il le dit clairement, et c'est assez violent. Alors, c'est absolument normal, hein, c'est du combat. They're crazy, ils s'en foutent. They're not human, ils sont pas humains. Donc, c'est une déshumanification de l'adversaire. Ça, c'est dangereux parce que, alors on l'a vu avec les troupes au sol, ça peut amener les gens à pas prendre votre adversaire pour un être humain et donc lui faire des choses qu'on ne ferait pas à un être humain normalement. It's a sin for all your life. Il dit que c'est un péché pour toute votre vie de tuer des gens comme ça. Il trouve ça absolument stupide et immoral. Et il ne sait pas comment ils vont vivre avec, ni les pilotes russes, ni leur famille, le fait de tuer des populations, de tuer des Ukrainiens civils comme ça. Alors, il remet ça un petit peu en perspective derrière, hein. Il dit qu'en tant que professionnel, c'est important de garder la tête froide. Et l'article met beaucoup l'accent sur l'importance de compartimenter. La compartimentalisation, c'est quelque chose de très important chez les combattants, dans la vie de tous les jours, chez les pilotes également, parce que si vous pensez à autre chose en pilotant l'avion, ça va mal se passer, hein, c'est pas une situation d'avenir. Donc bien compartimenter ce qui se passe avec vos collègues qui sont tués. Là, il parle de son camarade de promotion qui est mort, qui laisse 2 enfants en bas âge à côté. Vraiment l'importance de bien compartimenter intellectuellement et d'être vraiment à fond pour la mission. Et sa mission maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de la QRA, Quick Reaction Alert. Donc il doit partir à la demande, c'est de l'alerte en fait. Et avec 1 ou 2 MiG-29, ils doivent décoller dès qu'il y a une interception à mener, donc des Russes qui viennent dans leur territoire. Il y a une zone bien spécifique, une coordination avec les défenses sol-air, et lorsqu'il y a besoin, ils décollent. Il y a un angle intéressant à creuser. Ils mettent un petit peu en avant le fait que les checklists, le briefing de mission, tout ça, on s'en fiche. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif, c'est de décoller le plus vite possible. Oui et non. Pourquoi je vous dis oui et non? Parce que quand on fait de la QRA, on sait qu'on va faire de la QRA. D'une certaine manière, c'est briefé à l'avance. Donc c'est normal, on ne va pas rebriefer. Une fois dans l'avion, on nous donne la mission, on nous donne un vecteur, on nous donne un cap d'interception, mais il n'y a pas besoin de rebriefer, ça a été briefé, si je puis dire, en amont. On sait ce qu'on va faire, comment on va le faire, les conditions du jour. On s'est intéressé à la mission en avance. Donc il y a une partie connue, il y a une partie pas connue. Il sait plus ou moins dans quelle zone il va aller, après il va s'adapter. Pour ce qui est des checklists, et là ils mettent un petit peu en avant et on pourrait le comprendre en mode il n'y en a rien à faire des checklists. Ce sont des avions d'ancienne génération, les MiG-29. Moi je fais du super étendard, vieille génération également. C'est comme un Mirage 2000C par exemple. Pas beaucoup d'informatique, pas beaucoup de checklists non plus. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui ont besoin de checker, tout ça. Ils le préparent en avance avant de décoller en alerte. Quand ils montent dans l'avion, tout est déjà prêt, tout est déjà
à la bonne taille, il a déjà vérifié pas mal de choses, donc on peut décoller très vite. C'est le principe qu'on a en France également des décollages d'alerte, en quelques minutes seulement, vous pouvez aller très très vite. Après, il y a un danger. Le danger, c'est qu'en situation de guerre, on peut avoir envie de prendre des raccourcis par rapport au process, des raccourcis par rapport aux checklists. Il y a des as français, il y a d'excellents pilotes de chasse qui sont morts. Il y a un exemple, le pilote il décolle, il avait pour habitude, de manière à consommer de suite dans le réservoir pendulaire, de faire un changement de réservoir au décollage, qui décolle sur une guerre mondiale, et après une ligne donnée, il rentre le train, il fait le changement de réservoir parce qu'il fallait décoller pour l'histoire de pression, tout ça, de transfert de pétrole sur l'interne, et tout de suite il veut arrêter de consommer son réservoir en interne, il passe sur le réservoir pendulaire, et là il y a un souci d'alimentation en carburant. Dans la foulée, il fait une panne moteur, et ce pilote, décoré au combat, as, tout ça, est mort au décollage. Un petit raccourci, généralement on évite de toucher un changement de réservoir, temps de paix, en dessous d'une certaine altitude. Donc là où je veux en venir, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. La guerre a tendance à vous amener à faire des déviations par rapport au process. C'est normal, normalement c'est intellectualisé, il y réfléchit, il pose le pour et le contre. Et plus tard dans l'article, c'est remis en perspective parce qu'il le dit clairement, quand on lui confie l'avion, on lui confie également la sécurité du MiG-29. Ils n'ont pas beaucoup de machines, donc il a également cette responsabilité. Donc en permanence, il va être en train de jongler entre ce qui est le plus opérationnel possible et la sécurité de son vecteur, à ramener son avion en bon état et accomplir la mission. Et en termes de mission, justement, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'ils font de l'interception, comme on disait, ou alors de la CAP, Combat Air Patrol, où ils vont marquer le territoire et empêcher l'adversaire de rentrer. Un peu plus tard dans l'article, il nous parle d'un combat qui a eu lieu où c'était 2 contre 12, et son équipier, un des 2 pilotes est mort. Donc pourquoi il s'est fait abattre ? Ils nous expliquent clairement que leur problématique, c'est comme je vous le disais en intro, c'est le fait qu'ils aient du Fox One, donc ils sont obligés de rester de rester face à la menace, de guider leurs missiles s'ils veulent avoir une chance de les abattre, alors que les adversaires, beaucoup plus nombreux, peuvent envoyer de l'A-12, de l'ADR, donc du missile Fox 3, comme le Mika français par exemple, et s'il y a un missile qui vient vers vous, vous l'avez pas vu venir ou autre, et vous pouvez vous faire abattre. Donc ils sont vraiment embêtés par ça, et c'est pour ça que Juice il dit que ce dont ils auraient besoin dans un premier temps, c'est du MiG-29, des systèmes solaires type S-300, et d'ailleurs certains commencent à être livrés. Et dans un deuxième temps, ils auraient besoin de matériel américain, type le F-16. Lui est assez confiant sur le fait qu'il pourrait rapidement se mettre au niveau dessus. Après, il faut voir, c'est pas si simple que ça. Je vous en parlais dans le dernier épisode, surtout d'un point de vue maintenance, logistique, toutes ces choses-là, et bonne utilisation, surtout dans des cas dégradés. Et pourquoi ? Parce que grâce à ça, il aurait accès au missile Fox 3, et il dit que ça prendrait tellement de temps de passer leur MiG-29 en Fox 3 que ça vaut pas le coup, il vaut mieux passer directement sur matériel américain. D'un point de vue armée de l'air ukrainienne, il nous dit bien qu'ils ont donc des systèmes solaires, qu'ils ont des bucs, donc des petits systèmes, et du S-300, et que ça fonctionne bien, mais qu'ils ont eu des pertes quand même depuis le début des combats, mais qu'ils ont réussi à avoir beaucoup de victoires aériennes. Donc au final, qu'est-ce qu'on apprend dans cet article qui est quand même très intéressant ? Dans un premier temps, ça permet de personnifier un petit peu la résistance ukrainienne. Moi, ça me fait un peu penser aux pilotes de la Seconde Guerre mondiale qui étaient à Malte. Et ça nous permet également de comprendre que technologiquement, ils le disent, ils sont en deçà des Russes à cause justement de ce côté Fox One, qui est la technologie des années 80, voire 70. Donc ils ont vraiment un problème par rapport à ça, que ça les gêne pour pouvoir avoir un très bon impact, et qui continuent quand même avec un bel esprit de compétition, de combativité, qu'ils arrivent parce qu'ils choisissent leur bataille, Sun Tzu, lors de la guerre, ils arrivent à impacter par moment, mais que pour avoir la supériorité aérienne, il leur faudrait du matériel différent, il leur faudrait la technologie Fox 3. Et donc on voit vraiment que le Fox 3, dans un théâtre comme ça, est indispensable. Sachant que technologiquement, vous avez le Fox 3, mais maintenant il y a des missiles comme le Météor qui changent encore le jeu. Donc là on est vraiment dans un combat, j'aurais dire les années 80 contre 90. La A12, c'est les années 2090, c'est la technologie Fox 3. La A10, c'est la génération d'avant. Si vous prenez les armées occidentales, on va plutôt être Fox 3, type AIM-120, type Mika, contre le Fox 3 nouvelle génération, avec l'antenne active et avec des armements comme le Météor. Donc, dans la guerre aérienne, là, ils sont un petit peu, en gros, presque envie de dire 2 générations des Ukrainiens après ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en Occident. Donc forcément, je comprends tout à fait la frustration de Juice, même si encore une fois, moi, c'est la politique, mais c'est pas l'idée. Là, techniquement, forcément, il est sur un matériel qui a une quarantaine d'années. C'est un petit peu frustrant parce qu'ils se disent que s'il y avait des météores, s'il y avait des antennes actives, tactiquement, ça n'aurait rien à voir parce qu'ils auraient cette capacité à impacter le champ de bataille. Ils sont seuls face à 12.
il tire 6 missiles. Si les autres ne font pas demi-tour, il y aurait un paquet de victoires aériennes. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller voir ce reportage, très intéressant. Je vous dis à bientôt. Désolé pour ma voix attéchuée, vous l'aurez compris, j'ai le rhume des foins. Là, il y a beaucoup de rhume des foins en ce moment là où je suis en train de tourner. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des envies de sujets particuliers. J'essaierai de vous traiter tout ça. Et encore une fois, Core Fear Die, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Ils font des articles de très bonne qualité. À prendre pour ce qu'ils sont, forcément ils sont biaisés un petit peu d'un point de vue parti, mais ça reste quand même, je trouve, très factuel, donc très intéressant. Et je vous conseille dans votre veille média. Allez, fly safe!